Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au SCEAU, SCEAU, Oui. à Vincennes. Sauvegarde, conservation des études et archives ufologiques. Bonjour. Bonjour. Ton nom? Gilles Durand, Gilles secrétaire général de l'association. Et créateur. Et fondateur, Et cofondateur, fondateur. ouais. Avec Avec plein de gens, des gens qui ne sont pas très connus, mais bon, Gilles Munch, Thierry Pavillic, Thierry Rocher, Raoul Robet, voilà, des gens comme ça. Ils sont dans d'autres associations que le SCEAU, mais qui, à un moment donné, ont pensé que les archives et la mémoire de l'ufologie étaient en train de disparaître avec les pionniers qui étaient en train de décéder les uns après les autres. Voilà. Donc, entre autres, Marc Thirouin qui avait créé en 51 la commission Ouranos. Lui, il est décédé en 72 et en fait, ces archives ont été un peu dispersées et détruites, en partie détruites, en partie dispersées. Depuis lors, on en a retrouvé une partie, mais à un moment donné, on pensait que tout avait été détruit, carrément. Et le constat de ces possibles destructions ont amené un certain nombre de chercheurs, une partie en région parisienne et l'autre partie dans l'est de la France, à chercher une possibilité de sauvegarder ce qui pouvait l'être avant que ça disparaisse. Donc on s'est réunis un jour de février 1990 à Gérardmer et on a créé le SCEAU à ce moment-là. Voilà. en 90, donc ça fait 35 ans. Ouais, Ouais, c'est pas exactement. mal. 35 ans. Et donc en 35 ans, vous avez récupéré quoi? Des tas d'archives. Donc là, on a déposé hier à Marseille, aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, 18 caisses d'archives, ce qui signifie quand même, une caisse d'archives, c'est 5 boîtes d'archives par caisse. Donc en fait, on avait 89 boîtes d'archives dans 18 caisses. Et Voilà. alors, qu'est-ce que vous dites comme archives? C'est quoi? C'est des Ah bah c'est livres? de tout. C'est Non, quoi? les livres, non. Les livres, eux, on les récupère, on les sauvegarde aussi. On essaie de créer des bibliothèques. Mais les livres, c'est un peu à part parce qu'il y a le dépôt légal. Donc les archives départementales et nationales ne les prennent pas. Ça, puisque c'est déjà, si tu veux, officiellement à la Bibliothèque nationale de France. Alors, Donc, les donc, archives, c'est quoi? alors les archives, c'est tout le reste, c'est les revues, les courriers, les coupures de presse, les travaux personnels, etc. Du film? Oui, de l'audio-vidéo aussi. Ça peut être du commerce, hein, des trucs que tu achètes dans le commerce, ou des gens qui ont fait des enregistrements privés. Voilà. Des enquêtes aussi. Des enquêtes, bien sûr. Bah, les enquêtes, Des enquêtes oui, ufologiques. oui. Voilà, dans les enquêtes, on peut avoir plein de choses. On peut avoir beaucoup de papier, mais aussi de la vidéo, de l'audio. Ah, voilà. Donc, toi, tu es aussi au SCEAU? Donc moi c'est Xavier Lipins, ouais. Je suis au SCEAU depuis, je suis un des petits derniers, là, Ouais. depuis 2021. Pas avant. Non, parce que en fait j'avais écrit, je vous avais contacté avant le Covid. Oui. J'ai pas eu de réponse pendant un an. Oui. Et j'ai relancé après parce qu'il se passait plus rien. Ah Et oui. je suis enquêteur au MUFON aussi, MUFON France. Voilà. Et Alors, donc, enquêteur, c'est quoi? C'est d'aller sur place et de voir ce que les gens ont vu? enquêteur en fait c'est contacter les gens qui ont déposé un témoignage. Donc, moi, dans le cadre du MUFON, donc c'est sur le site du MUFON, qui déclarent avoir observé quelque chose qui pour eux est étrange. Et donc on les contacte pour à la fois enregistrer leur témoignage, discuter avec eux, et quand c'est possible, Aller sur le lieu? essayer alors, aller sur les lieux. Le problème c'est qu'au MUFON, on est un peu répartis partout en France, et on récupère les enquêtes comme elles viennent. Donc si c'est proche, pourquoi pas, mais si c'est loin, ouais, c'est surtout par téléphone. Enfin, moi, c'est surtout par téléphone ou par Zoom, par vidéo. Ensuite, l'intérêt, c'est, en tout cas au niveau du MUFON, il y a une base de données mondiale, en fait. Parce que le MUFON, au départ, c'est américain, mais c'est réparti dans le monde entier, un peu. Il y a peut-être des zones où on n'a pas trop d'infos, la Chine et tout ça, on n'a pas trop, mais... tout est enregistré dans une grosse base de données, et ça permet à ceux qui veulent, hein, aux chercheurs, de faire des recoupements, de faire des comparatifs. Et donc, par rapport au MUFON, il y a quand même énormément de témoignages. On en a une trentaine, en fait il y en a
un par jour. Mhm. Après, c'est pas toujours quelque chose d'extraordinaire, hein, mais c'est en fait les gens. euh, Quand ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils voient, Voilà, ils ouais, ils sont. déposent Voilà. Et il un. y a très peu de canulars parce qu'en fait, ils doivent faire la démarche de déposer leur témoignage. Donc, en fait, ils s'engagent, quoi. Donc, et comme tout est anonyme, ils récupèrent rien. C'est juste pour eux une satisfaction personnelle, soit de comprendre, soit de dire, ben voilà, moi j'ai vu quelque chose d'étrange. Mais ça reste pas anonyme si vous les contactez après. Enfin, non, nous on les connaît, mais après, Ouais, au niveau au niveau du public, rapport, grand ouais. Niveau public, public, c'est D'accord. anonyme. un peu Mm. comme au Japon, Mm. on dit ça. Mhm. Après, il y en a qui veulent. Ça leur est égal, hein, et puis il y en a qui préfèrent rester anonymes. Mm. Et alors pourquoi t'es venu au saut alors? Euh, bah, en fait, moi j'ai connu le saut, j'en ai entendu parler, parce qu'en fait, je suis enquêteur depuis pas très longtemps en fait, hein. J'ai pas du tout l'expérience de toutes les personnes qui sont ici, donc 5-6 ans on va dire. Mais j'étais quand même ufophile, on va dire. J'allais régulièrement au repas ufologique à la Défense. Ça c'est vieux Et ça. donc j'avais entendu parler du Ça saut. c'est vieux, la défense c'est dans les années 2000. Ouais, ouais, moi, j'y C'est allais, entre j'y allais, ouais. 2004 et 2017. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Moi, donc j'allais à la Défense. Et bon voilà, ça m'avait plu parce que justement il y a des pièces. Enfin, à l'époque, quand j'ai contacté le saut, bon, c'est parce que j'avais entendu repas ufologique ou Ouais. des conférences. Mais le fait d'être venu, ben, j'ai vu qu'il y avait un peu pour moi des trésors, quoi. Ouais. Donc, Est-ce que t'as des vu... documents. Est-ce que toi-même tu as vu des ovnis? Je peux pas dire ça, j'ai vu peut-être des lumières, des choses comme ça, inexpliquées, mais j'ai rien vu d'extraordinaire. Ouais. Contrairement à tous les. Enfin, par exemple, dans le cas du MUFON, il y a quand même des gens qui voient des choses surprenantes, notamment tout ce qui est triangle, des choses comme ça maintenant. Et toi, est-ce que tu as déjà vu des ovnis? Tout ce que j'ai pu voir, que j'ai pas identifié sur le coup, j'ai réussi à les identifier par la suite. Voilà. Et c'était des ovnis? Ah non. D'accord. C'était entre autres une patrouille de l'armée de l'air, Déguisés? dans des conditions très très particulières, quoi, des conditions météo particulières. Voilà. Et autrement, alors là, j'ai vu des tonnes et des tonnes, enfin j'exagère, hein, j'ai vu on peut dire plusieurs dizaines de rentrées atmosphériques naturelles, c'est-à-dire météores, bolides, comme on dit, des très très beaux, hein. Un, justement avec des gens qui ont créé le saut aussi par la suite, en 83, 14 août 83, la veille du 15 août 83, avec Sergi Pontoise, on était à Chevry-Cossigny, dans Seine-et-Marne, on a vu un météore rentrer dans l'atmosphère, un truc qui était 2 fois plus gros que la Lune, bleu électrique, et qui a laissé une trace dans le ciel pendant une quinzaine de secondes. C'était tellement impressionnant qu'il y a l'un d'entre nous pensait que c'était tellement bas qu'il s'est accroupi pour pas que ça le touche. Alors qu'en fait, bien sûr, c'était très très haut, mais c'était énorme, quoi. J'en ai vu des très très beaux, toutes les couleurs. C'est vrai que j'en ai pas vu depuis réellement de significatif depuis 2017. Le dernier, c'était très beau, vert électrique, à Dompierre-les-Ormes en Saône-et-Loire, avec des ufologues encore une fois. Mais oui, j'ai eu toutes les couleurs possibles. J'ai eu des trucs qui duraient assez longtemps. Il y en a un, j'ai réussi à courir pour continuer à le voir. Alors, ça veut dire qu'il a duré au moins 30 secondes et il avait une traînée d'au moins 40 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, il est rentré dans mon champ de vision, comme ça, sur le côté, et j'ai regardé et je voyais pas le bout de la traînée. Elle était cachée par les maisons, mais très loin. Et en fait, quand il est rentré au-dessus de enfin, pas rentré, quand il est passé au-dessus de la forêt, j'ai pu le voir, alors j'ai couru, la rue est montée comme ça, et j'ai couru jusqu'au carrefour, et là je l'ai encore vu pendant 4-5 secondes. Ça c'était fantastique, parce que euh, les couleurs n'étaient pas extraordinaires, mais c'est surtout, il y avait des paillettes dorées C'est comme une comète, non? Ouais, enfin oui, on va dire ça comme ça. Il y avait des paillettes dorées dans la traînée, c'était splendide, quoi. Ouais, ouais. Alors qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y en a qui disent que finalement vous voyez ce que vous avez envie de voir? Ah, moi, je ne peux pas dire ça parce que je cherche pas spécialement à voir.
des choses. Que les météores, par exemple, c'est le fait du hasard. Tu tombes là, il y a plein de météores qui passent, là même en pleine journée, il y en a qui passent, personne ne les voit parce que il fait jour. Mais ça tombe tout le temps, hein, ça tombe en permanence. Alors c'est souvent des micro-météorites dont tu peux retrouver les traces, c'est bien connu, hein. Tu vas dans un grenier avec un aimant et tu récupères plein de Poussière matières magnétique. ferreuses. C'est les restes de météores ferreux. Dans le grenier, Dans comment le ils sont grenier. passés à travers? Ah bah elle passe parce qu'en fait c'est tellement c'est de la poussière en Ouais. fait, c'est minuscule. Donc ça rentre Ça- dans les vieux greniers qui sont où il y a des entre les tuiles, hop, ça s'immisce et ça va tomber sur le plancher ou voilà. Et puis t'en trouves plein. Ouais. Moi je l'ai fait en Charente. Je suis revenu avec tout un tas une sorte de limaille de fer toi, au bout d'un aimant quoi. Ça ressemble à ça en fait. C'est assez rigolo. Mais ça oui les météores, jamais tu sais quand tu vas sortir, il faut en voir quoi. Je veux dire. Mais maintenant, il y a plein de satellites aussi, Ah il y bah a plein alors de là, choses. Alors là, maintenant, on peut se maintenant tromper aussi, non? oui, bien sûr, bah, les méprises au niveau ufologique, c'est ça, quoi. Je veux dire, alors maintenant, tous les satellites, les trains de satellites d'Elon Musk et compagnie, bon, bah, ça crée des méprises à tort et à travers. Bon, les gens commencent à s'y habituer, donc il y en a un peu Oui. moins maintenant, Ouais. mais au début, ça n'arrêtait pas. Au début, les premiers trains de satellites qui ont été envoyés par Elon Musk, alors tu avais un témoignage par jour là-dessus, quoi. À Qu'est-ce peu que tu près. appelles un train de satellite? Bah, c'est-à-dire, en fait, il envoie des satellites en grappe. Si tu veux, il y en a 15, 20, 30 Les ou uns derrière 40, les autres. les uns derrière les autres. Ça se suit. Voilà. Et en fait, Ouais. dans le ciel, ils font un train. Ça fait un train de satellites. Ils sont tous à distance égale, à peu près. Il peut y en avoir 50, 70. Ils se suivent. Oh, il y en a 50, si. 70 peut-être pas, mais 50, Dans le oui. futur, oui. Avec Ah, le bah, Starship. il y avait déjà des trains de satellites, Avec mais il y en avait une cinquantaine. Ok. Mais maintenant, il en met plus aussi. Ah, bah, non, non, si, il va y en Alors, avoir il construit combien? une nouvelle machine qui n'est pas encore opérationnelle, hein. Ouais. Le Starship, qu'ils appellent, qui pourra mettre une centaine de tonnes en orbite et ces satellites que pèsent une tonne, à peu près la nouvelle version pèse une tonne. Donc voilà, ça pourra en mettre une énorme quantité d'un seul coup en orbite. C'est pour faire des Satellite constellations de satellites pour pouvoir faire de la télécommunication sur toute la Terre. Ouais, comment ça s'appelle, ça fait les communications là, Starlink. Starlink. Mais Mhm. elle n'existe pas déjà? Si, déjà. Et Oui. et Elle gagne couvre pas toute la Terre. il gagne de l'argent, même, pas mal. Mais Ça, il a le monopole. Et c'est intéressant pour nous, je crois, parce qu'on n'a pas besoin de fibres ni de connexion Internet, etc. Les bateaux, les avions Ouais. peuvent avoir Mhm. leur connexion. Oh, les zones, Pas nous. les zones blanches. Si, nous Oui, aussi. oui, il y a- Tu peux en Pour les mettre sur ta zones maison, blanches, ouais. sans problème. Ouais. Je connais des gens dans le midi de la France, de ma famille, qui en ont installé. Parce que la réception était mauvaise dans la garrigue où ils habitent. Et ça revient moins cher que de. C'est pas très cher. Enfin, c'est pas donné non plus, mais c'est pas très cher. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aussi, ils ont une vie Et assez, c'est une c'est durée de très- vie assez courte. Hein. C'est une très bonne définition, hein. Mhm. Dans le Ouais, futur, on pourra, avec le téléphone portable, on pourra avec la nouvelle version, on pourra directement téléphoner en passant Ouais, par je crois qu'ils satellite. vendent des Mhm. trucs chez le boulanger et tout, déjà, ils vendent parce qu'il faut un récepteur. Mhm. Mais sinon, c'est des satellites qui ont une durée de vie relativement courte, parce qu'il y en a plein qui redescendent. Alors ils redescendent, s'ils font quelques tonnes, ils descendent où? Ah bah, Non, ils font pas quelques tonnes. Les anciennes versions oui. font quelques centaines de kilos. oui, c'est ça. Mais ils brûlent, Ils brûlent, mais c'est un problème quand même écologique par contre. Ouais, ouais. Mais ça dépend, parce que s'ils sont bien dirigés, il y a une zone dans le Pacifique je sais plus Les comment ça personnes. s'appelle. Et Les les personnes. Et les poissons. Il y a des poissons, Oui. oui, quand même. Oui, mais bon, normalement, les restes tombent dans une zone dans le Pacifique qui est connue, hein, qui est utilisée justement pour éviter que ça tombe sur Terre. Quoi. Voilà. Enfin bon, c'est encore une cause de pollution supplémentaire, on va dire. Hein. On va revenir au saut. Ouais, on va revenir au saut. Ouais. Oui, mais on peut digresser tout le temps. Hein, tu sais, Ouais. ici. Alors, il s'est pas présenté, le monsieur? Oui, c'est ce que je voulais qu'il fasse. Eh ben, je m'appelle Patrice Galacteros. J'ai fait la majeure partie de ma carrière dans l'informatique de gestion. À ma retraite, je me suis souvenu qu'il existait quelque chose comme des repas ufologiques que j'avais vu une fois à la Défense. Donc je suis retourné. Et puis Guy Lothaire, qui était le président de la petite association OVNI Paris, qui faisait tourner ses conférences, il cherchait quelqu'un pour lui donner un coup de main. Au bout d'un moment, pour faire de l'informatique, comme personne ne se présentait, je me suis dit, bah, moi je vais y aller. Et puis on a sympathisé, on a travaillé ensemble. Et en 2017,
il m'a demandé de reprendre OVNI Paris. Mhm. Et il était très fatigué, et la preuve, c'est que 3 ans après, il est est passé parti. dans un autre monde. Mm. Donc, OVNI Paris, moi, c'était quelque chose de nouveau, parce que c'est de la com. En fait, c'est un petit peu de showbiz. Enfin, faut pas exagérer non plus, mais Mhm. c'est de la communication, je veux dire. Et Oh, mais il y avait aussi des rencontres, pas des oui. repas, mais des rencontres. Mhm. Enfin, je m'y suis adapté, et puis voilà, ça a continué à fonctionner. J'assure pratiquement tous les mois, à part pendant le Covid où ça a un petit peu bagoté. Il y a eu quelques mois de loupé. Euh, J'assure une conférence tous les mois. Ça me fait c'est une sorte de portefeuille assez important. Et je suis assez content récemment, on m'a fait remarquer que voilà, j'étais pratiquement le seul à faire ça en France. Il y a des gens qui font aussi des conférences, mais il n'y a pas Mhm. beaucoup qui font pareil. Mhm. Que dire d'autre? Moi, je couvre. Alors, je suis de formation scientifique, donc il y a des choses qui ne passent pas avec moi, mais c'est pas grave. J'essaie de couvrir toute l'ufologie avec, à ma gauche, les sectes, je veux pas en entendre parler. Si je les identifie comme malhonnêtes, sectes, etc., ou un peu trop fous pour moi, j'en veux pas. Et puis à ma droite, je dirais les rationalistes, euh, je vais dire envoyer un mot méchant, non, je veux dire trop sectaires, eux aussi. C'est-à-dire qu'ils veulent pas du tout, par principe, entendre parler du phénomène et qui le rejettent euh, sans plus. Mhm. Mais sinon, je couvre. Alors, bien sûr, j'ai mes goûts, j'ai mes préférences, et je suis le seul décideur à bord. Donc, je couvre quand même plus les témoignages, les choses qui est intéressantes pour moi. Mais j'ai ouvert aussi un petit peu sur les mutilations animales qui peuvent être liées à l'ufologie, sur les cercles de culture un petit peu aussi, apparitions mariales, une fois ou deux. Et puis les enlèvements. Les enlèvements, c'est pas la tasse de thé entre nous, je crois à peine. Mais j'ai fait quand même 3 émissions avec. Parce que c'est important, ça fait partie de l'ufologie, Bien que tu sûr. le veuilles ou pas. Oui, quand tu le veux ou non. Que dire d'autre? Comment t'es venu au saut? Alors, comment je suis venu au saut? Ben, je savais pas quoi faire. De la poterie, de... Du macramé. il m'a cramé. Oui, oui, c'est ça. Et je me suis dit, ces pauvres gars-là, ils ont vraiment besoin qu'on les aide. Bah tiens. Ouais. Et c'est quoi? Ça fait déjà un bout de temps que je suis au saut, je sais Oh plus là non plus. là, ouais. Moi, qui était déjà en 2017, hein. Oui, Mhm. oui. Ouais. Quand tu as Voilà. repris OVNI Paris. On dit. Parce qu'en fait, OVNI Paris a été créé à la suite d'une dissension qui a eu lieu au sein des repas ufologiques entre Christian Comtesse et Gérard Lebas. Exact. Et donc Guy Lothaire a pris du recul par rapport à ça et Ouais. il a commencé à créer OVNI Paris. Il a Qui, créé. qui a fait Flores, parce qu'après il y a eu OVNI Grenoble, OVNI Marseille, c'était Bernard Hugues, OVNI Grenoble c'était François Haïs. Et la Voilà. Bretagne aussi, je crois. Il y en a beaucoup. Ah non, des Oui, mais autres. alors ça Il c'est y a Non. Brest, c'est il y a toujours, Nantes. oui, mais ça c'est toujours les repas ufologiques. Oui. C'est pas les villes ovnis. Hein. Les villes ovnis, il y en a eu quelques-unes, mais, Alors ça va, ça vient. voilà, ça va, oui. À Paris, les repas ufologiques de Paris ont décédé, puis ils sont revenus maintenant Ouais. une fois par trimestre Mm. par un type qui est pas mal, qui s'appelle Emmanuel Emmanuel Le Le Riche. Riche, qui fait du bon boulot. Ouais, Je- Tout pas- à fait. C'est une bonne formule. Moi, j'aimerais bien aussi faire des repas, sauf que Non, c'est une logistique C'est une très lourde. organisation. Ouais. Voilà, on le voit avec Emmanuel. Hein. J'habiterais à Paris, ce serait pas pareil. Mm. Mais là que j'habite à Pontoise, il faut que je me travaille avec tout le matos, que je Ouais. monte et que je redémonte. Mais Ça me saoule un peu. comme je dis toujours, il y a une chose à faire, à mon avis, donc ça je vais en parler si tu veux le retenir, c'est que ça serait bien, puisque les repas ufologiques c'est une fois par trimestre, ce serait bien qu'en physique il y ait OVNI Paris une fois par trimestre, et qu'il y ait une troisième entité une fois par trimestre, donc il y aurait une réunion par mois dans Paris, ou en proche banlieue, disons, parce que je pense que, et on l'a bien vu avec quand la Défense a disparu, plein de gens qui venaient à la Défense ne sont jamais venus à la Maison des Mines, à côté du Luxembourg. Ils étaient pas au courant. Si, ils Si, étaient au courant, mais C'était c'était le trop même- loin. C'était le même Pour mailing. Ouais, c'est le même ligne. mais C'était pas la même chose à la Défense, c'était dans un supermarché, Ouais, alors, dans une cafétéria Ouais, casino, ouais. tu as raison. Il y Voilà. avait quand même la possibilité de se rencontrer, de discuter plus de facilement manger. Mmh. et de Mmh. manger. Voilà. De manger. Tandis qu'après, mais le repas n'existait pas à OVNI Paris, si tu veux, il fallait payer 10 euros, mais quand tu allais
Au Au casino, il fallait payer aussi. Hein. Il y avait quand même, le deal, c'était ça. Il fallait quand même manger. Et c'était Donc, pas les mêmes gens, hein. Il y avait beaucoup d'hommes, très peu de femmes. oui, mais c'est ça, je dis. Il y a Mm. plein de gens, par exemple, les gens qui habitaient Versailles, etc., ils sont plus jamais venus. Parce que pour eux, c'était trop loin. Il fallait rentrer ensuite, etc. Tandis qu'à la Défense, ils n'étaient pas trop, Alors, il y trop a loin eu de chez quand eux. même un problème, c'est que entre le casino de la Défense et ensuite la Maison des Mines, il y a eu un intermède avec le Ah oui, café de l'Arche. Ça, c'était, c'était une ça, catastrophe. ça a duré deux Ça a mois. duré 2, 3 mois, ouais. Ouais, ça, Et c'était une c'était cata. une grosse cata. Donc, Ouais, ouais. c'est un Et, type qui est le fils du patron qui nous a dit, qui s'intéressait à l'ufologie. Il a dit, bah, vous avez qu'à venir chez moi. Ouais, tu parles. Mais alors, Et les puis, garçons de café, ils voyaient que ça faisait pas assez de chiffres. Alors, ils nous oui, mettaient la musique à fond, ils nous emmerdaient un voilà, on pouvait maximum. pas faire de. mais il y a eu d'autres repas, hein. Moi, j'ai été dans d'autres repas, des petits repas. Je sais plus qui c'est qui les organisait. Il y avait Stéphane, Stéphane, ouais. ouais. Stéphane Royer, mais Ouais, avant, il y avait eu aussi un gars Lavergne, non, une dame qui s'appelait Lavergne, ouais, oui, 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 Ouais, Duverne. on la voit, Duverne, Duverne. on la oui. voit plus du tout, Non, non, elle. pas du Non, tout. On l'a non. laissé. Elle a disparu. Oui. Ouais. Alors avant, il y a aussi le mec qui l'avait fait à Aubervilliers. Oui, ça a Hein. duré, pas duré Ça a longtemps. duré 3 mois, trois Ouais, fois, je ouais. crois. Après, c'était à Max Dormois, je crois, dans ce coin-là. Enfin, Ouais. dans ce coin-là, ouais. Après, donc, il y a Stéphane qui a repris, mais ça n'a pas pu durer longtemps, Il y parce a, qu'en fait, il y a conflit entre l'organisateur et le patron qui te reçoit. Lui oui, qui oui, veut faire du il chiffre, veut il n'a faire du rien à chiffre. faire des Voilà, soucoupes, voilà. et il veut du chiffre et il trouve qu'il n'y a pas assez de chiffres, et il va Mhm. aller voir ailleurs. Oui, parce qu'en fait, on reste toute une soirée, on mange une fois, tandis que lui, il pourrait faire un turnover où il y aurait deux, trois Ouais, sauf clients. que c'était pas un coin à Max Dormois où il aurait eu. Oui, 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 bah ça, ouais. Sa table aurait tourné Mhm. 3 fois, hein. Ouais. Malheureusement, Ouais, voilà, c'est comme ça. c'est comme ça. Bah, quand on Enfin, c'est était très chez. bien là, à Neuilly, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Quand c'était Stéphane Royer, quand il a fait donc à Joe Allen, donc rue Lescaut, c'était super bien. Sauf que c'est pareil, il l'a C'était. fait en juin et juillet 2022. Ouais, j'y suis allée, ouais. C'était ça, 2022. Et donc c'était le prix pour la salle était correct. Et quand il a dit bon, j'en fais un à la rentrée en septembre, le patron lui a dit ouais, ce sera pas le même prix. Et là, le prix était tellement exorbitant que Stéphane, il a dit Oui, c'était ciao. au niveau des Halles, je me rappelle. Ah ouais, ouais. Mais c'était en plein Covid, enfin fin Covid. Fin Covid, oui, oui, oui. Donc il y avait des CRS partout dans les rues, je me souviens. Oui, alors Revenu Paris, ça durera, on verra. Pour l'instant, j'ai le moral, puis ça va continuer. J'ai même pas mal Des demandes de demandes de conférenciers, quoi. de conférenciers Ouais. dans mon portefeuille, de conférences, donc ça marche. On verra ce que ça donnera. Mhm. Moi, il faudra bien que je passe la main à quelqu'un, mais ouais. Pour l'instant, Tu tiens. j'en tiens là. Et donc le saut, il n'y a pas de conférence, il n'y a rien Non. du tout, il y a juste Ah, récupérer. un Si, il y a des petit Si, peu. si, moi je Si, si. présente le saut dans des. On a passé un contrat avec un protocole avec les repas ufologiques justement où on peut être reçu pour faire une conférence pour expliquer ce que c'est que le saut. On l'a fait à Grenoble, on l'a fait à Montpellier, on l'a fait plusieurs fois ici en La Turballe. Ah oui, mais c'est pas dans le cadre des repas ufologiques. Ah oui, oui, d'accord. Et à Turban, je présente pas le saut spécialement. Non. Je présente L'historique. l'histoire de l'ufologie. Voilà. Ouais. Et C'est dans vraiment les une conférence à part conférences entière, quoi. OVNI Paris, Mm. ils ont le saut, enfin nous avons un stand Mais, pour le stand de la librairie du qui, saut. Là. Mm. qui permet quelquefois à Gilles d'intervenir sur. Ah oui, moi, je suis déjà intervenu pour faire des conférences réelles avec Gilles Oui. Thomas, par exemple. Ouais. Oui. Mais donc nous, oui, on a des supports, expo, donc des trucs à exposer dans des panneaux d'exposition. On a une vingtaine. Tu vends des livres aussi. Oui, oui. Alors donc oui, mais donc on a ça et on a aussi un diaporama, tu vois, donc une visio, donc des diapositives, si j'ose dire entre guillemets. Donc pareil, qu'on peut moduler comme on veut parce que il y a 250 diapositives, mais je peux en faire que 100 ou plus ou moins, ça dépend le temps qui m'est imparti. Puis après, bah, il y a ce qu'on appelle la librairie du saut, c'est-à-dire que le saut, à un moment donné, pour les bouquins, par exemple, parce qu'on retrouve bien sûr les gens qui nous cèdent des archives, quand on a un fonds d'archives complet, et ça part du bouquin jusqu'à la cassette vidéo ou audio, enfin bon, avec tout ce qu'il y a entre les deux, hein, et tout type de documents.
Et les bouquins, ça va très très vite, ça monte très vite. On en a ici, on en a 25 exemplaires identiques. Mm. Donc on ne peut pas les déposer on peut pas déjà les déposer aux archives départementales ou nationales. On cherche des lieux d'accueil pour des bibliothèques, comme on en a une à Metz où il y a 1400 bouquins, ufologiques et paranormal, hein, Ah et oui. parasciences. On en a une en Suisse, on en a une à Grenoble. Voilà, on cherche à en avoir ailleurs. Donc en fait, on s'est limité à garder 8 bouquins identiques, tu vois, pour créer à terme 8 bibliothèques, si tu veux, à travers la France, même en Yverdon, c'est en Suisse, hein, c'est même pas en France, dans le cadre de la maison d'ailleurs. Voilà. Donc au-delà de 8 exemplaires, on les remet dans le circuit, comme on dit. C'est ça qui alimente la librairie du Sceau. Alors la librairie du Sceau, c'est essentiellement des bouquins, mais ça peut être aussi des revues, comme par exemple Gérard Lebas, quand il nous a cédé le fonds du GEOS, l'association dont il était responsable, il nous a filé tout ce qu'il avait encore comme stock de revues. C'est-à-dire qu'on avait les mêmes numéros de revues, on en avait 300, tu vois. Donc, alors là, c'est pareil. Si on veut avoir un fonds d'archives déposé dans chaque archive départementale, on ne sera pas les 95, c'est logique. Mm. Mais au-delà, donc, même si on ne va pas en garder 95, bon, on fait des lots avec tous les numéros surnuméraires, je dirais, qu'on remet dans le circuit. Mais là, par exemple, on est revenu de Marseille après avoir déposé les 18 caisses d'archives de l'association SOS OVNI et AESV, les deux associations sœurs, si j'ose dire. Euh, on a rapporté d'un des anciens responsables de SOS OVNI, donc Yves Bosson. Il nous a cédé tout un fonds de documents, de livres et de revues euh, pour alimenter la librairie du Sceau, justement, tu vois, essentiellement. Parce que c'est des stocks qu'il a récupérés du pilon. Nous, on le fait aussi. Donc, c'est des choses que là, qu'on remet dans le circuit. C'est-à-dire on a sauvegardé plein de documents du pilon, des revues, des bouquins. On a par exemple on est les seuls à avoir, à travers le monde, entre guillemets, les deux volumes, donc VOB1 et VOB2, donc Vague d'OVNI en Belgique, édité par la SOBEPS, et on est les seuls à les avoir en neuf, hein. On en a encore quelques centaines d'exemplaires. Après, ce sera terminé quand on aura épuisé ça. Bon, ils sont déjà préparés dans toutes les 8 bibliothèques qu'on espère voir le jour, hein, dans le futur. Mais c'est pareil, on a plein de titres de livres ufologiques dont on a sauvegardé des derniers exemplaires du pilon, quoi. Par exemple, il y avait l'OVNI en Bretagne de Jean-François Boédek, des bouquins de Marc Allais et autres. Puis il y a aussi les auteurs qui nous laissent des exemplaires à vendre. Donc à ce moment-là, on se partage le fruit de la vente, 50-50, tu vois. Par exemple, on a le livre de Julien Gonzalez sur les rencontres rapprochées en France. On en a 200 à vendre. Ça partait au pilon aussi. Alors quand je suis allé les chercher, moi, c'est moi qui les ai rachetés personnellement pour le Sceau, avec mon argent propre. Et j'ai dit à Julien, bah, quand on en vendra, on se partage le fruit de la vente. Parce que lui, ça partait au pilon, quoi. Je veux dire, c'est Mm. dommage. Des très beaux bouquins, A4, très belle couverture et tout. Donc j'avais plusieurs questions. Donc Vas-y. c'est pas forcément parce que des associations d'OVNI se cassent la gueule ou terminent, c'est Mm. parce qu'elles ont trop de stock aussi qui vous donnent des choses. Ça arrive, oui, ça dépend des contrats qu'on signe avec eux. Parce que nous, on Ok. signe les contrats, hein. On fait pas ça comme ça, hein. On fait des trucs bien C'est carrés, quoi. c'est pas C'est des faillites ou Non, non. des Alors, parfois, c'est les associations qui sont. qui se terminent. Voilà, que ça, ils sont dissoutes, hein. Et pour ne pas perdre leurs archives et les travaux, ça peut être 20 ans, 30 ans de travail. Et ils font aussi un contrat avec le Sceau. Et en fait, on récupère les archives, comme SOS OVNI, par exemple. Voilà. Mais il y a beaucoup d'archives de particuliers aussi. Voilà, alors ce que j'allais dire, il y a des gens comme là, Denis Bress, c'est un Sur chercheur, lesquels je travaille. voilà, sur lequel tu travailles. C'est un chercheur qui était spécialisé dans les rencontres du troisième type au niveau mondial. Donc là, il y a 3 étagères d'archives, tous les travaux qu'il a fait pendant 30 ans. Donc quand ça sera archivé dans des sortes de bibliothèques, les gens pourront Le consulter. centre d'archives.
Pas confondre avec les bibliothèques. Les Non. bibliothèques, c'est les bouquins, les archives, c'est les archives. Et si on va consulter les archives, Ouais, on bah, on pourra les Ah, voir, bien sûr, c'est public. C'est les mais on ne archives pourra pas publiques. les emmener. Ah, c'est pas possible. Non. Non. On peut faire des Sur photos, place. on peut les C'est- copier, on peut les D'accord. photocopier, on peut les photographier. Et d'autre part, de temps en temps, vous devez tomber sur des livres qui sont hyper rares. Alors les livres, pas trop, mais les documents, oui. Et Bien pas sûr. de livres rares qui seraient plus Bah, réédités. aussi, bien sûr, ça arrive. Hein, ça arrive. Là dans ce qu'on a ramené rapporté, pardon. De ramener, c'est les gens, rapporter, c'est les objets. Pour rapporter de Marseille, là, on a rapporté le livre de Bourquin qui s'appelle L'invisible nous fait signe. C'est un livre hyper rare. Mm. Là, il a dû nous en céder 3 ou 4 exemplaires. Mais là, on les a même pas dans les 8 bibliothèques, donc on va pas les vendre, on va les mettre dans les 8 bibliothèques. Un jour, ça ira quelque part. Voilà. Ça a été publié en quelle année, ça? Dans les années 60. Tu vois. Par exemple, on a un bouquin qui a été écrit par un Roger Clément, qui se disait être un philosophe tourangeau. Il a écrit un bouquin en 56, un conte d'auteur déjà à l'époque. Un petit bouquin, un format très bizarre, très étendu vers le haut, hein, très allongé comme ça. Et donc, c'est le monde devant l'invasion. Et puis, sur la couverture, tu as un Vénusien d'Adamski. Ce bouquin, il fait 50 pages. C'est presque une nouvelle, je dirais, mais c'est une étude. En fait, c'est sa vision de l'ufologie, la vision des soucoupes volantes à l'époque. Hein. Sa vision des extraterrestres, éventuellement, les contacts éventuels avec des extraterrestres. Mais lui, il pense plutôt Vénusien Adamski, quoi. Je veux dire, tu vois. Premier bouquin sur l'ufologie, ça a été publié En France, 51. 51. C'est une traduction d'un livre américain de Frank Scully. Voilà, ça, le premier. Je sais plus le titre là, comme ça dans ma tête. Et dans le je sais pas. monde? Ah, dans le monde, c'est pareil. C'est C'est les les années. États-Unis. C'est aux États-Unis dans les années 40, ouais. 49, ça, quelque chose Je comme parle ça. pas de la science-fiction. Non, Hein. non, non, bien sûr, moi je te parle aussi de ça. Ah oui, mais je dois être à la fin des années 40, hein, je pense, les premiers. Ouais. Donc pour faire partie du saut, il faut s'abonner, Il faut adhérer, oui. faut adhérer, comment on fait? Bah, faut donner de l'argent, oui, d'accord. Et quand tu adhères, tu donnes de l'argent, c'est sûr. Bah, nous, on a comment dirais-je, une page Helloasso. Hein. Tu types sur Google, sur un moteur de recherche, tu tapes SO, archive OVNI, et tu vas sûrement tomber sur le lien vers Helloasso, et là, tu peux adhérer. Voilà. Tu peux, on a le bulletin d'adhésion éventuellement, on peut faire. Et en fait, oui, puis on peut payer en espèces aussi éventuellement. Voilà, alors c'est l'année glissante, hein, c'est-à-dire que tu peux payer en janvier ou en décembre. Voilà. D'accord, donc là on est à Vincennes, Mhm. dans votre... Dans l'antre du Sceau. Voilà, et là vous ouvrez cette partie-là ici, ou de temps en temps c'est ouvert au public? Bah, ou pas? disons que n'importe qui peut venir nous aider, oui. Hum. Alors après, faut que si par exemple, là on parlait de François Ismada tout à l'heure, bah, en fait, il savait qu'on avait sauvegardé une collection de revues belges très rares, le bulletin du Buffeuil, enfin Buffoy ou Buffeuil, ça dépend, qui était une association qui militait euh, pour Adamski, hein, c'était des Adamskistes belges, et on a la collection complète, il y a soixantaine de numéros. Lui, il est très intéressé par Adamski, donc il ne trouvait pas du tout cette revue nulle part. Donc il nous a contactés et on lui a dit ok, tu peux venir la consulter. Il est venu plusieurs fois la consulter, pas ici parce qu'il n'y avait pas le local, c'était dans l'appartement du président, de l'ex-président du Sceau qui est de l'autre côté. Et au NAS, comme on l'appelle, et il y a une partie publique, donc les gens peuvent, il y a des documents publics. C'est Après, numérisé, vous les avez numérisés? tout ça c'est numérisé, c'est Ouais. des trucs numérisés, des documents numérisés, mais après si tu es adhérent du Sceau, tu as accès à la partie privée du NAS, c'est-à-dire à tout ce qui est numérisé. Parce qu'il y a des choses qui sont numérisées qu'on ne peut pas mettre en ligne parce qu'on n'a pas les droits. Mm. Il y a des revues, par exemple, on essaye d'avoir les droits, comme on l'a eu là ce week-end, il y a quelqu'un qui nous a signé un document pour nous donner le droit de diffuser une collection de revues d'une association qui a disparu depuis des années 80. Voilà. Et on ne les avait pas.
parce que le président a disparu, le secrétaire, le trésorier est décédé, il ne restait plus que le secrétaire qu'on a rencontré, il nous a signé un document, une autorisation, donc on va pouvoir le faire. Mais on a des très très belles revues, comme la revue du GEPA, hein, de René et Francine Fouéré. Il n'y a plus personne, Francine est décédée en 2018, il n'y a plus personne pour nous donner un accord pour diffuser les 52 numéros de la revue. Alors tout le monde la réclame. Tu vois, parce que le gros problème, c'est les droits d'auteur, c'est les droits c'est les ayants droit, etc. Donc tant qu'on n'a pas d'autorisation, on peut se faire taper sur les doigts. Tu vois. Alors il y en a plein qu'on a obtenus, c'est sur le serveur du Sceau, mais c'est également sur le serveur international de l'AFU en Suède. Voilà, il y a tout dans le serveur de l'AFU, tu as une partie donc publique de revues internationales et tu as une page pour les revues françaises. Et là, tu peux avoir accès à tout ce qui a été numérisé et qu'on peut mettre en ligne, justement, au niveau public, quoi. Là, vous vous occupez plutôt de ce qui se passe en France. Dans le fond que le GEPAN nous a cédé, que le GEPAN donc, a pris contact avec le Sceau, parce qu'ils avaient énormément reçu de documents de toutes sortes, en langues étrangères, mais eux, comme ils s'intéressent à... Que le français. Bah oui, hein, donc... ils ont une obligation de se limiter à la France. Donc il y avait plus de 1300 revues dans toutes les langues. Il y avait du japonais, justement, on parlait de japonais, il y avait tout, du russe, il y avait tout ce qu'on voulait. Donc on a signé un contrat avec eux. Le deal était le suivant, c'est-à-dire qu'on faisait l'inventaire et on numérisait tout. Donc on leur a rendu un CD avec les 1300 revues numérisées. On a tout déposé aux archives nationales à Pierrefitte, avec un autre CD de ce qui est numérisé. Donc ils ont, à Pierrefitte, ils ont la version papier, ils ont la version numérisée. Donc c'est déjà en ligne, on peut les consulter. Voilà. À Pierrefitte ou chez À vous? Pierrefitte. Ici aussi, sur le NAS, je pense qu'elles y sont aussi, hein, les revues. Si, Voilà. si on cherche un livre un peu rare, est-ce qu'on peut acheter des livres chez vous? Bah, si on les a en plus de 8 exemplaires, oui. Si Ouais. voilà, oui, Donc bien on sûr. fait une recherche sur votre site et Bah, sur le site, disons que pour l'instant, il y a une librairie en ligne sur Helloasso. Elle n'est pas complète, hein, elle est en train de se compléter au fur et à mesure. ouais, parce que souvent on cherche un livre et on nous propose Amazon, etc. Voilà. On nous propose Rakuten ou je sais pas Ouais, comment ouais, ça bah, s'appelle. à des prix exorbitants. Ouais, souvent. donc vous n'êtes pas encore mis sur le... Bah, disons que, je te dis, sur Helloasso, on a une librairie, il y a au moins une quarantaine de titres possibles. Mais tout on n'est peut pas- toujours nous contacter directement si on fait si les gens ont Non, une mais recherche. ça serait c'est une remarque Oui, judicieuse, mais c'est qu'on pourrait enrichir la base. Il faut que quelqu'un le fasse, évidemment, toujours pareil. Mais enrichir la base sur une petite partie de librairie. La Ouais, base, le site du Sceau, je veux dire. Ah En oui, direct. mais de toute façon, il y a un lien vers la librairie des Loasso. D'accord. Elle est sur le site. Non, mais parce Voilà. que par exemple, je cherche tel ouvrage. On va me proposer, si je demande produit, on va me proposer de l'acheter neuf chez Amazon, etc., de le trouver chez Momox ou chez Rakuten, je sais plus comment on dit. Mais même maintenant, il y a les Maüs qui font du livre. Donc on travaille avec Gallica, avec la librairie du Sénat à Ottawa, avec donc les sites belges et donc de la comment ça s'appelle, la Bibliothèque royale de Bruxelles, et également avec la Suisse, qui ont une... Parce qu'en fait, en France, c'est plus compliqué, il y a des lois plus contraignantes qu'en Suisse, au Québec ou en Belgique. Ça m'aurait étonné. Et eux, ils ont tout numérisé, Ouais. ou quasiment, enfin ils continuent à numériser, parce qu'on retrouve des nouveaux titres tous les ans. Actuellement sur Gallica aussi, mais il y a cette putain de loi, excusez-moi, tu pourras couper au montage, de loi de 70 ans qui interdit donc de communiquer Une œuvre. sur Internet Une œuvre. des œuvres de moins de 70 ans. Ouais, qu'elle soit écrite ou parlée. Voilà. Donc pour l'instant, par exemple, en ce moment, heureusement, on commence à avoir 1954. Tu vois, ça fait 71 ans, on est en 2025, n'oublions pas. Hein. Donc on commence à avoir tous les journaux de 54, donc on a plein de choses qu'on n'avait pas, qu'on commence à pouvoir récupérer. Hein, on peut éplucher tous les journaux numériquement parlant. Moi je suis en train d'éplucher l'Est éclair de Troyes, par exemple, qui n'avait jamais été fait. Hein.
Et donc, moi j'ai une base de données presse qui fait 16 000 entrées de coupures de presse sur les ovnis depuis 1945. En ce qui concerne la lecture, je le comprends aussi. La vas-y. lecture d'un livre, par exemple, moi, je voudrais lire des trucs d'Aragon. Je peux pas, il n'y a pas assez longtemps qu'il est mort. Voilà. Mais si tu passes par l'association Valentin Ahu, tu sais, pour les aveugles, Ouais. ils ont une dérogation. Tu l'as Tu as une en dérogation. braille? Non, tu peux faire une dérogation, Ah ouais. c'est-à-dire le faire, mais je pense pas que les aveugles s'intéressent aux ovnis, quoi, tu vois. Ah, bah, il y a des. Oui, Si, le si. romancier. Il y a des. Richard Messier. Il y a comment. C'était en fait il deux s'appelle, personnes. C'était comme un d'autre. Il avait un pseudo. C'était un pseudo, mais c'était leurs deux noms, en fait. Et bah, il a fait. Bon, il a écrit des bouquins sur les ovnis, sur le paranormal. Bah, il a fait des livres audio pour permettre aux aveugles de. Ouais, Ouais. ils ont une dérogation. Sur les ovnis. Mais Donc on a bien sûr, on tient à jour une base de données bibliothèque, hein, donc sur les bouquins qu'on sauvegarde. Hein. Moi je travaille beaucoup, les cartons là, tout ça c'est inventorié. Donc et tous les nouveaux, vous les recevez? Non. Non, pas du tout. De temps en temps. De temps en temps, gratuit comme ça, qui tombe. Ouais, qui tombe. Mais il y a par exemple, voilà, donc celui de Baudouin, là, bah, tu vois, il y a celui-là. Que tu me parlais tout à l'heure. Ça, c'est pas le dernier, c'est celui dans lequel on est. C'est l'Atlas du Paris fantastique. Voilà, c'est plein d'associations bizarres et étranges en région parisienne. Voilà. Et on est dedans, hein. Donc on a une double page comme tout le monde. Et son dernier, c'est l'Atlas des lieux extraterrestres. Ah ouais? Oui, donc bon, base de données, donc bibliothèque comme on dit, donc base, putain, excuse-moi, je bafoue, moi. Donc base de données bibliothèque, où on a plusieurs milliers de titres déjà Les Japonais, je enregistrés, tombe sur les Japonais. une base de données répertoire. Alors ça, on a un contrat avec la CNIL pour pouvoir créer un répertoire et pas avoir à effacer tous les 3 mois les données, tu vois, parce que c'est ça normalement. Donc nous, on a signé un contrat avec la CNIL en disant que on n'utiliserait pas ça de façon commerciale. Et ça veut dire qu'en fait, on répertorie tous les gens qui ont été actifs en ufologie en France depuis les années 40. Donc à l'heure actuelle, on a 7500 noms. C'est énorme. Alors il y a des gens décédés, bien sûr, dedans. Mais enfin bon. Mais que des gens qui ont écrit des livres ou des gens Non, qui le simple membre, on est tombé dans les archives, on est tombé sur des listes de membres, voilà, des listes de gens qui ont acheté des bouquins, par exemple, hein, donc, etc. Alors ça se recoupe souvent, hein, il y a des gens qui des bouquins, bon, on les retrouve, ils étaient adhérents à telle ou telle association. On a une base de données sur toutes les associations ufologiques en France et en Belgique, depuis, alors la première en France, c'est 1949. Même avant les Américains, parce que les Américains c'est 52. Donc en France, on a commencé, la première association est à Grenoble, en 49. Elle n'existe plus, celle-là. Ah bah non, elle a fusionné en 53 avec Uranos, avec la commission Uranos. Et la commission Uranos, qui a été créée en 51, on a longtemps cru que c'était la première association en France, alors qu'en fait on a découvert que celle-là était en 49 à Grenoble. Elle était constituée que de techniciens de plein de domaines différents. Et elle avait un nom très particulier quand même, parce qu'on l'a cherché longtemps le nom, jusqu'à ce qu'on le retrouve. Ça s'appelait le CRS. Ça s'appelait bien, hein. Le centre de Le recherche. centre scientifique. Ouais. Voilà. Ouais, c'est drôle. C'est rigolo. Hein. Et en fait, du fait, Grenoble est devenue une ville ovni à part entière. Il y a toujours eu une association à Grenoble, quelle que soit la période. Tu vois, il y a eu le CFRS, le CFRU, il y a eu donc le CRS, il y a eu Uranos à un moment donné, il y a eu d'autres associations, il y a eu oui, donc le CFRU, CFRS d'abord, le CFRU ensuite. Puis on a eu d'autres, ça a continué, il y a eu toujours eu une association, il y a eu les repas ufologiques, ensuite OVNI Grenoble, etc. Et là, pour l'instant, vous avez des archives aussi là-bas. Oui, on a donc à la bibliothèque universitaire de Saint-Martin-d'Air. Ouais. Ce qu'on appelle notre bibliothèque numéro 2, où il y a à peu près 800 titres. Voilà. Et à Metz, il y a 1400 titres. Je ne pourrais pas dire de bêtises, à Yverdon, il doit y avoir 500 titres à peu près. Voilà.
donc nous, on a encore à déposer. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est tous des gens qui sont un peu branchés ufologie quand même. Hein, on est Oui, d'accord. on espère. Mais Ça peut être des gens néophytes qui seraient alors pour les intéressés, comme ça. néophytes, si Ouais. vous connaissez autour de vous des gens qui se sont intéressés à l'ufologie, qui auraient des livres, qui auraient des choses, Des archives en général. le jour où ils vont partir ou même avant, Oui. s'ils veulent s'en débarrasser, Oui, bah nous, on peut leur proposer des contrats à terme, hein, donc un contrat de sauvegarde des archives ufologiques qu'on fait signer aux gens. Hein. Voilà. S'ils veulent nous donner tout de suite, on a un acte de don manuel immédiat aussi, on fait signer. Tout est fait dans les règles hein, de l'art. Hein. vous ne Voilà. payez pas des impôts quand même là-dessus. Non. Voilà. Et c'est gratuit, hein, c'est-à-dire que c'est un don. Alors oui, c'est gratuit. Pour le contrat de sauvegarde, on demande un chèque de 16 € pour l'enregistrement. C'est D'accord. tout. Ouais. Sinon, vous ne payez pas ce que vous récupérez. Non, Voilà, on c'est n'achète ça. pas d'archives. Ouais, c'est ça. Non. Ou alors, Il faut bien, franchement, faut hein. bien insister de dire que ça ne nous appartient pas. Oui. En fait, nous, ça Nous- passe par chez nous pour Mm. faire la liste des documents. Et ensuite, c'est à disposition de tous. mais dans les Un archives, peu comme du patrimoine, de Ouais. l'humanité, en fait. ouais, c'est patrimoine. Ouais. C'est à la disponibilité de tous. Mm. Ça reste pas chez nous. Voilà, nous nous sommes que des intermédiaires. Les gens vont nous les céder, on va les récupérer, on va, comme tu vois, commencer ici, Ouais. hein, voilà. Là, tu as un truc gigantesque, as, sur 2 épaisseurs, là, celui-là derrière toi, là. Mm. Sur 2 épaisseurs, tu as les archives sur 2 épaisseurs, hein, tu vois, tellement c'est énorme. Ouais, mais c'est des Hein. archives de quoi là? Ça, c'est Franck Boët, c'est un ufologue belge. Que pour lui tout ça? Ouais, voilà. Il a écrit beaucoup, hein. Bah, il n'a pas écrit beaucoup, il a surtout beaucoup travaillé, ouais. Voilà, jusqu'en haut, hein. C'est toute la, juste de haut en bas, là. Hein. Voilà. Là, c'est les archives de Franck Boët. Après, celles de SOS OVNI, c'est les plus grosses. Hein. Francky. Oui, c'est Et puis intéressant. on a des belles pièces. Hein. On a Oui, une lettre oui. d'Adamski, on a les Ouais. statistiques de Poher, on a les filigots de l'eau. Voilà. Les théories de différentes personnes, de Ouais. Sider, Mhm. de Plantier, de... Mhm. Oui, oui. Oui, on a beaucoup de choses très originales et essentielles dans l'histoire de l'ufologie, je dirais. C'est bien de faire des trucs d'association, ça fait bouger un peu ça. Ouais, puis ça serait bête que tous Ah oui, ces travaux Perdu. soient perdus. Oui, mais ce qui est, c'est que moi, je dis que je suis cofondateur il y a 35 ans, mais je regarde toujours ça, entre guillemets, hein, bien sûr. C'est tout le temps émerveillé, une sorte d'émerveillement, parce qu'il y a des trucs qu'on découvre, des travaux que des gens ont fait, qu'on n'imaginait même pas. Là, on a sauvegardé les archives de Pierre de Ronsard, qui a été un des premiers à faire de l'informatique en ufologie, pour LDLN, hein, en fait. Ça s'appelait FIDUFO. Fichier UFO. En fait. Et il y a des trucs dans ces archives absolument incroyables. Les travaux qu'il a fait, des revues qu'il avait, parce qu'il a vécu longtemps au Brésil. oui, il y a des trucs aussi. Et hein. donc il a rapporté des trucs. Alors comme il nous disait, il a perdu deux cantines d'archives En dans le déménageant. transport oui, à C'est pas travers. perdu pour tout le monde. J'imagine que non. Voilà. Enfin, il y a des trucs. Il y a eu plein de polémiques sur le saut. Hein. Depuis 1991, la première polémique a commencé en 91. On nous a dit c'est une très bonne idée dans l'absolu, mais attention, ces gens-là sont des sceptiques, ce qui n'était pas complètement vrai. Bon. Que le saut a été créé par des gens qui avaient plutôt une tendance à être sceptiques au niveau ufologique, si tu veux. Tendance. Il n'y avait pas que, mais il y avait un certain nombre. Moi, je me considère comme un sceptique pragmatique. Et tout de suite, les gens qui étaient plutôt proches de l'hypothèse extraterrestre ou d'une hypothèse exotique en général, bah, certaines personnes, ponctuellement, mais alors, on a peut-être fait une erreur, notre premier président était lieutenant dans l'armée de l'air. Voilà, mais Bah, il avait vu des choses quand même. Bah, pour spécialement, enfin. Non, mais je veux Et- dire, et il que- était dans son élément. Oui, mais le problème, c'est Il que. était peut-être un peu militaire. Oui, il était un peu militaire, c'est ça le problème. C'est que, donc, militaire, récupérer les archives ufologiques des ufologues, je dirais un bureau Conspiration, de c'était de la conspiration, conspiration. voilà, un bureau de des sectes conspirationnistes. Mais ils ont entraîné des gens derrière eux qui ont fait que, bah, par exemple, il y a des archives qu'on n'aura jamais parce que les gens disent bah non, jamais on donnera quoi que ce soit. Là, ici, tu es dans le local du Sceau où on travaille beaucoup, mais on travaille ailleurs. On a des choses déposées chez Baptiste Friscourt à Essois dans l'Aube.
On en a dans le nord du département du Rhône aussi. Hein, chez par exemple Baptiste Friscourt, il y a le fonds Jacques Magnier du GAC, Groupe Action et Connaissances. Une petite partie de Jean-Charles Fumoul, le gars qui avait travaillé sur l'isocélie. Et puis surtout Franck Marie. Toutes les archives de Franck Marie sont déposées actuellement chez Baptiste Friscourt. Sinon, dans le nord du département du Rhône, ce sont les archives de Jean-Pierre Troadec. Pareil, c'est énorme, il y a 120 cartons d'archives. Ouais, il y a une dernière question. Est-ce que, par exemple, à la bibliothèque de Georges Pompidou, à la bibliothèque la BNF, Ah, oui, tu vois, il y a un... François Mitterrand, alors, Ouais. BNF. Ouais. Faut pas Georges Pompidou, Oui, oui. c'est l'autre qui vient se fermer. Non, là. non, oui, je veux dire, mais il y avait une bibliothèque à François. Ah oui, oui, la BPI. Est-ce ouais. que dans ces bibliothèques-là, les plus grandes en France, il y avait un rayon ufologie? Oui, bah oui, à la BNF, tout ce qui est dépôt légal y est. Donc il y a tous les bouquins en ufologie, sauf qu'ils ne sont pas classés par département spécialement, ils sont classés par date de dépôt. Donc ils sont répartis, tu vois ce que je veux dire. Ah, il n'y a pas un... Comme ils sont catalogués, il n'y a pas de problème. Si tu demandes un titre, ils l'ont obligatoirement, ils vont te retrouver tout de suite. Ouais, Tu sais que nous, on va parler d'un truc grave quand même, au sujet du fait qu'il y a des gens qui n'aimaient pas le sceau, et qui disaient que le sceau, donc, c'était pour détourner les archives et pour les... On nous a dit, il y a quelqu'un qui a écrit, on l'a publié dans un de nos bulletins, un de nos premiers bulletins, parce qu'on publie un bulletin aussi papier, carrément, dans sa revue, qu'il allait descendre aux archives nationales pour détruire les archives des sceptiques. T'imagines? Oui, par le feu ou par n'importe quoi. Voilà. Et comment il peut faire ça si elles sont Ah bah il peut pas le faire. Ouais. Mais c'était un fantasme quelque Non, part. mais ça veut dire qu'il peut aussi descendre chez d'autres. Et... Oui, oui, oui. C'est Gilles Durand. Je te remercie, Gilles Durand, donc créateur, enfin co-créateur de... Co-fondateur. Co-fondateur de Sceau. Du Sceau France. Sauvegarde. Il y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. En fait, Sceau, sauvegarde, conservation des études et archives ufologiques. En fait, le sigle, c'est Sceau, un slash, archive OVNI. Ok. Voilà. Je remercie Patrice Galacteros. Enchanté. Et je remercie Xavier Lipins de nous avoir accordé ce petit moment de repos dans leurs archives. Ça sent les livres quand même ici, hein, ça sent le vieux. C'est à cause de notre âge. Ça sent la vieille bibliothèque, tu sais. Mais oui. Oh non. Ça sent le vieux livre quand même. Oui. Je veux pas faire. Merci à tous les trois, merci beaucoup. Voilà, au revoir à tout le monde. Hein. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Et puis merci d'écouter cette émission. Ouais, ceux qui ont tenu jusqu'à la fin, voilà, bravo. Qui ne sont pas endormis, j'espère. Merci beaucoup.